Bonjour à tous à nouveau, bienvenue dans la deuxième conférence de cette troisième journée du Sommet des entreprises durables. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je suis Daphné Vlerick, la cofondatrice de Pulsitif Impact. Nous sommes ceux qui avons organisé ce sommet pour vous. Et Pulsitif Impact a pour objectif d'accélérer la transition en accompagnant les organisations à devenir plus durables, et on le fait en informant, formant et transformant. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de moi ni de ce que fait Pulsitif. On est là aujourd'hui pour parler notamment de éco-stérile, quand la santé rime avec circularité, et on a le plaisir d'avoir Romain Dufresne avec nous. Bonjour Romain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va? Je vais très très bien. C'est marrant, tu es juste placé au niveau du T, enfin ST de éco-stérile, donc on voit éco et ril. C'est très drôle, ouais. C'est ça. C'est très sympa. Je suis ravie de t'avoir avec nous parce que, comme je te l'avais déjà dit en backstage aussi, la santé est un sujet très très particulier et un secteur très compliqué. Donc je suis ravie en tout cas de t'avoir avec nous et qu'on puisse échanger sur le sujet. Avant d'aller plus loin, et parce que j'aime bien demander cet exercice aussi à nos entrepreneurs ou à nos speakers, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, tout à fait. Ben voilà, je m'appelle Romain, j'ai 35 ans et je suis co-dirigeant donc, de l'entreprise familiale Éco-Stérile. Je suis un grand fan de sport, mais également de toutes les questions environnementales dont on va avoir l'occasion d'en discuter ici durant cette heure. Voilà. Super, merci. J'aime bien que tu précises que tu es un grand fan du sport parce que c'est un peu comme ça que ta carrière, si on peut dire, a aussi commencé. Mais tu l'expliqueras peut-être un peu plus tard par rapport à ça. Une question qu'on pose à tout le monde, et c'est vrai que mon associé le précise, c'est une question qu'on a volée au podcast Sismic, qui pose toujours à tous ces intervenants, mais qu'on trouve très intéressante. Aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer par quel prisme est-ce que tu vois le monde? Quel est ton angle de vue, en tout cas, sur le monde actuel? Ben, c'est vrai que le monde aujourd'hui, tout porte à croire que tout ce qu'on nous montre via les médias sont de l'ordre du négativisme euh, avec tout ce qui arrive. Moi, d'un point de vue personnel, je pense on a un devoir de voir ce monde d'un point de vue positif. Euh, c'est une obligation en tant qu'ambassadeur aujourd'hui, de par la société, mais de par qui nous sommes et nos croyances sur ces différentes thématiques qui nous lient. Nous devons être positifs sur tout ce qui se passe parce que c'est ensemble, c'est toute cette somme de positivisme que forment les individus qu'on peut changer les choses. Je suis assez d'accord avec toi qu'il faut avoir ce côté positif, pardon, et c'est d'ailleurs partiellement d'où vient le nom de pulsitif, puisque nous, à l'origine, c'est la pulsion positive, et donc clairement, on est assez d'accord et aligné avec toi sur ce côté-là. La deuxième question qu'on a me poser, pour un peu comprendre aussi le parcours entrepreneurial de chacun de nos speakers, c'est quel a été ton déclic à toi, ton déclic environnemental, social ou écologique en tout cas? Comment est-ce que tu en es venu à éco-stérile? Ben, en fait, déjà très tôt, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon TFE en réto quand j'étais jeune sur justement les changements climatiques. À l'époque, on commençait à en parler, mais c'était pas spécialement la thématique phare. Et j'ai toujours été passionné en fait par les enjeux des phénomènes naturels, les événements même climatiques extrêmes, des éléments qui me passionnaient. Je trouvais ça assez fascinant de comment voilà, les ouragans, les tornades, les tsunamis, ce type de phénomène, comment est-ce que ça pouvait arriver. Et à la suite de mon TFE, eh bien, je me dis, mais comment est-ce que je peux étudier ces phénomènes, via quel biais et on avait deux possibilités, soit via la physique, où là c'était très mathématique, où ça ne me ressemblait pas tout à fait, ou soit via la géographie. Et la géographie, eh bien, c'est un petit peu, par définition, la science de l'interaction entre l'homme et son environnement.
Il faut savoir que selon les pays, elle est vue de manière différente. En Belgique, elle est plus vue d'une manière plus scientifique des choses, mais voilà, aux États-Unis, c'est plus vu d'un prisme plus économique. En France, par exemple, un prisme un peu plus social. Et donc, c'est via cette étude-là que j'ai voulu embarquer pour comprendre, en fait, le monde dans lequel on vit. Et en fait, cette grande machine qu'est la planète Terre, avec ce qu'elle contient, et ce monde systémique dans lequel on vit, puisque c'est, comme je l'ai dit, tout interagit, tout est interconnecté. Et il faut comprendre ça pour ensuite pouvoir vraiment agir, se mettre à l'action et être convaincu en fait de tous ces éléments. Et donc voilà, c'est ce qui m'a amené à faire ces études-là avec une maîtrise en climatologie. Donc vraiment comprendre que l'interaction entre les océans, mais la machine climatique, tout ça ne forme qu'un. Et j'y viendrai plus tard, mais donc c'est vrai que l'aspect éducatif sur le phénomène dans lequel nous vivons aujourd'hui est essentiel pour amener de manière globale la transition. C'est marrant, tu as déjà le deuxième, on a plus ou moins le même âge, le deuxième à me dire que ça a été assez naturel et que tu n'as pas eu un gros déclic parce que on t'en a parlé très jeune ou en tout cas que ça fait partie de ton parcours. Moi, ça n'a pas du tout, enfin ça n'a pas été du tout le cas, c'est pas du tout vrai, mais ça a été le cas, mais on m'en a jamais parlé à l'école. Donc je suis ravie d'apprendre qu'en fait dans d'autres écoles, il y a eu des professeurs, en tout cas, qui ont pu sensibiliser et qui ont fait passer le message auprès d'élèves comme toi et comme notamment, c'était qui hier, je crois que c'était lundi, Jacinthe, qui en a notamment parlé aussi. Donc, il y a une mauvaise publicité en fait sur ces études-là. Il n'y a pas encore assez d'étudiants et je m'étonne encore aujourd'hui, malgré les questions, que dans les différentes facultés qui proposent cette science, le nombre d'élèves n'augmente pas significativement par rapport au problème climatique. Parce que les gens pensent encore, oui, histoire géo, les capitales, mais ce n'est pas du tout ça. Et donc, voilà, il y a effectivement un travail à faire là-dessus. Ouais. Bah, dites-nous dans les commentaires aussi si vous, on vous en a parlé à l'école ou si c'est, voilà, d'où vient ce déclic-là. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage déjà plus personnel aussi. On va aller un peu plus dans le professionnel, sûrement pour revenir dans le privé, enfin en tout cas le personnel plus tard. Mais est-ce que tu peux nous partager un peu plus sur ton parcours et en tout cas comment est-ce que tu es arrivé dans EcoStérile? Oui, donc je vais essayer d'être bref par rapport à mon parcours à moi. Donc à la suite de ces études-là, j'ai voulu également acquérir des compétences en entrepreneuriat. Donc j'ai fait une année complémentaire à l'ICHEC. De part, effectivement, EcoStérile est une entreprise familiale. Je travaille avec mon frère. Mon père a toujours un pied dedans d'une certaine manière. Et donc, effectivement, né avec cette fibre et cet ADN, c'était important pour moi de compléter cela. Et en fait, finalement, les deux allaient ensemble. Et l'important, c'est de se dire, tiens, ayant une entreprise familiale, ayant des convictions et des valeurs propres ancrées, comment vraiment, à mon niveau, je peux vraiment amener de l'impact dans l'entreprise. Mais pour ce faire, effectivement, et j'en ai parlé en introduction, j'ai un parcours qui est peut-être pas toujours linéaire, mais j'ai voulu donc faire mes marques dans une autre entreprise qui n'a absolument rien à voir dans le milieu du sport, qui s'appelle Decathlon. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 à 6 ans, notamment en Belgique et 1 an notamment à Londres. En tant que dirigeant de magasin. Et donc voilà, finalement, on se rend compte que même dans ces expériences-là, quel que soit le secteur d'activité, on apprend énormément. Il y a énormément de bonnes choses à dupliquer, des erreurs qu'on fait, pour lesquelles on grandit, que ce soit humainement aussi surtout. C'est surtout l'humain qui était formateur dans tous les sens du terme via cette expérience. Et puis après, quand on a fait notre temps dans une très belle entreprise comme celle-là, qui aujourd'hui d'ailleurs est en transition et se questionne justement, on en parlera aussi plus tard,
peut-être via 2030, mais voilà, ces grandes entreprises aujourd'hui internationales doivent embarquer dans la transition. Ça a déjà probablement été abordé. Et il y en a voilà, qui sont déjà en train de le faire, qui sont déjà plus ou moins avancés. Et donc, voilà, au début, ça ne l'était pas dans cette entreprise-là. Et voilà, c'était pour moi le temps, avec le bagage pris et l'apprentissage, de venir donner mon impact humblement à la société familiale. Oui, en plus, même si ça a l'air un peu rare d'avoir des entreprises familiales, on en a énormément en fait en Belgique. L'année passée, on a eu notamment Dandois, qui est aussi une entreprise très familiale. Et tu parlais de Decathlon, on en reviendra aussi. On reviendra sur les deux sujets plus tard, c'est pour vous mettre un peu en haleine pour l'audience. Mais on a eu aussi Decathlon qui est venu parler au sommet l'année passée pour justement montrer, comme tu dis, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place et tout ce les avances sur leur transition et ce qu'ils font, quoi. Avant donc de parler de tous ces sujets, est-ce que tu peux un peu plus expliquer ce que c'est EcoStérile? Absolument. Donc, EcoStérile, on conçoit, on fabrique et on exporte donc des solutions technologiques dans le traitement des déchets hospitaliers infectieux, dans le but de les traiter d'une part et de les trier pour faire communément de l'économie circulaire avec un déchet qui, de base, n'a pas vocation à l'être. Pourquoi ? Puisque l'ensemble des déchets hospitaliers que vous pouvez voir dans les hôpitaux, lors d'une prise de sang, lors d'un vaccin, lors de plein d'interventions, sont aujourd'hui à l'international incinérés, brûlés. Utile de rappeler ici dans ce congrès, cette conférence, que l'incinération n'est pas la solution envisagée. Donc c'est soit de ça, ou soit de pire encore, les déchets sont mis pour les pays moins développés en pleine nature et donc sans traitement, avec des risques de transmission de maladies, de bactéries et de virus importants, pour lesquels des familles ou même des animaux peuvent vivre. Et donc, en fait, on amène une logique circulaire via deux technologies donc, que nous avons créées. Qui est la première donc, technologie donc, de broyage et de décontamination de toutes les boîtes jaunes, par exemple, que vous voyez dans les hôpitaux. Donc, il faut se rendre compte qu'un hôpital génère énormément de déchets. Et parmi tous ces déchets, que ce soit les plateaux repas, tout ce que vous pouvez voir dans l'hôpital, 20 à 30% donc, des déchets sont qualifiés comme infectieux. C'est-à-dire qu'ils comportent des bactéries et des virus, et donc en contact avec le sang, les liquides biologiques, voilà, lors d'une chambre d'un patient, et doivent donc être traités et considérés à cet effet. Et donc, à travers nos technologies, 100% électriques, donc c'est ça qui est important de le dire, nous demandons aucun apport en eau, ni de rejet en gaz, uniquement en électricité. On va donc broyer et décontaminer, stériliser ces déchets pour les rendre d'un déchet dangereux à un déchet ménager. Voilà. Ensuite, ce déchet ménager, l'idée, c'est qu'on trie les matières plastiques, qu'on trie l'ensemble des matières plastiques, puisque le secteur de la santé génère énormément de plastique. Voilà. Et donc ça, c'est la deuxième partie de nos technologies, c'est trier les plastiques dans le but de refaire des objets de la vie de tous les jours, ou carrément des contenants pour les hôpitaux, pour être utilisés comme contenants. Voilà. Super. Donc, en fait, plus concrètement, pour être sûr que moi-même, j'ai déjà compris, parce que c'est un sujet très complexe quand même, c'est ce que je disais au tout début, c'est pour ça que je suis ravie que tu sois là aussi, c'est que la santé, c'est un très très gros secteur, et c'est notamment un très très gros secteur au niveau pollution, puisque pour la stérilisation et notre santé à tous, quasiment tout est emballé individuellement. Et comme tu dis, c'est une grosse problématique, donc comment on s'occupe de ça? Donc, vous avez des énormes machines dans lesquelles on vient déposer, tu parlais des boîtes jaunes, est-ce qu'il y a d'autres contenants ou matériel que vous utilisez, qui peut être récupéré chez vous et qui peut justement passer dans ces machines?
Mais voilà donc une illustration ici. Donc il y a les contenants, les boîtes jaunes, effectivement dures. Il y a des contenants en carton pour d'autres types de déchets ou des bacs classiques, on va dire, de plastique souple. Souvent, en tout cas en Belgique ou dans nos pays, avec de couleur jaune. Hein, c'est un peu l'identification. Et il y a un indicateur biologique de dangerosité sur ces contenants. Voilà, et donc tous ces contenants renferment quoi? Renferment des seringues, des pansements, des baxters, des tuyauteries, ce type d'éléments utilisés en chirurgie ou pour un patient. Tout à fait. Et donc ça passe dans ces grosses machines et en fait ça broie le matériel. Donc on va rester sur les boîtes jaunes parce que je crois que tout le monde voit à quoi ça ressemble. Ça broie ces boîtes jaunes en petites dés, en petites billes de plastique que vous pouvez alors vous réutiliser pour refaire des nouveaux contenants. C'est comme ça que ça se passe? En quelque sorte, oui. Donc il y a la partie thermique qui est évidemment fondamentale, hein, la partie stérilisation. Donc effectivement, le déchet est broyé et donc se transforme en granulat de plastique. Je vulgarise le terme, un peu des confettis de toutes couleurs. Hein. Et ce granulat de plastique va ensuite passer par un système donc de chauffe. Et là je rentre un peu dans la technique, mais brièvement, vient une chauffe micro-ondes. Et donc, en fait, c'est le même principe que vos micro-ondes dans votre cuisine. C'est en fait l'humidité du déchet qui va chauffer l'ensemble du déchet, donc l'ensemble de la matière, qui va donc tuer les bactéries et les virus à plus de 100 degrés pendant 1 heure. Voilà. Donc ça, c'est le processus. Et donc, à la fin, comme tu viens de le dire, les plastiques, enfin l'ensemble du déchet donc, est décontaminé et va pouvoir être trié dans les différentes matières plastiques qui intéressent le marché et dans lesquelles on peut reproduire effectivement en upcycling ou directement sur les boîtes jaunes pour en refaire d'autres boîtes pour le domaine médical. En fait, c'est grâce à ce processus micro-ondes, comme tu as dit, que vous réalisez la décontamination de ce matériel? Exactement, oui, Ok. tout à fait. En grande partie, c'est ça. Donc, en fait, on a respecté, on a développé notre premier prototype il y a plus de 20 ans à Paris. Et donc, on a en fait suivi et travaillé avec la France. La France est notre premier marché et qui aujourd'hui était pionnière dans justement ces changements de réglementation, ces changements en tout cas d'évolution de mentalité sur le traitement de ce type de déchets et qui aujourd'hui d'ailleurs est reconnu à l'international comme les lois les plus exigeantes au monde via l'Institut Pasteur, un Pasteur qui est l'inventeur de la microbiologie. Et donc on a suivi ce paramètre temps-température pendant 1 heure pour vraiment respecter le processus de décontamination. Alors, bon, j'imagine que pour l'audience qui nous regarde, c'est quand même assez clair, mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu peux montrer ou partager un exemple de comment votre technologie permet justement d'avoir un impact positif sur l'environnement, de diminuer les impacts négatifs, etc. Oui, voilà, en fait, un exemple plus concret. Donc, en fait, on est vraiment à la croisée entre la santé et l'environnement. On est vraiment dans ces deux pôles-là. La santé, donc ça que je viens de le dire, à l'origine, hein, EcoStéril était pensé là-dessus, notamment pour remettre un peu de contexte historique, il y a plus de 20 ans, avant le Covid, il y a eu le virus, la pandémie Ebola en Afrique. Et le ministère, l'OMS avait identifié ces déchets-là comme principale source de vecteurs de maladies, hein, bactéries et virus, au même titre d'ailleurs, comme une urgence absolue internationale à trouver des solutions. Au même titre d'ailleurs que la radioactivité à l'époque, parce que le virus ravageait l'Afrique quelque part, et puis il n'avait pas de technologie de traitement, et donc comme je le disais en introduction, des familles, des personnes vivaient un peu autour de ces déchets, et donc ça posait un certain nombre de problèmes. Le deuxième élément, c'était, oui, ok, bon, très bien, on a traité, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, comment est-ce qu'on va essayer de se dire, on va aller plus loin pour recycler et amener de la circularité dans
processus complet. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais Ecostérile, avant, ça s'appelait pas Ecostérile, ça s'appelait les AMB, Atelier mécanique du borinage. On est présent à Mons, rien à voir. Donc, c'était pas cette industrie-là avant, mais on était déjà dans le recyclage des ferreux et non ferreux. On faisait d'autres machines, d'autres technologies. Donc, on était déjà dans ce processus de recyclage dans un autre concept. Et on a vraiment shifté il y a plus de 20 ans vers Ecostérile. On ne fait plus que ça maintenant. Et donc, ça, c'est pour comprendre en fait la genèse d'où on vient. Et pour répondre concrètement via un exemple à ta question, ben voilà, aujourd'hui, on a la chance d'équiper l'ensemble du pays Kenya en Afrique. Et quand j'ai commencé chez Ecostérile, j'y ai vécu 2 mois pour installer nos premières machines dans le cadre d'un contrat national. Et en fait, on peut vraiment voir l'impact de technologies comme les nôtres sur même ces pays-là. Ça peut fonctionner, ça prend du temps, il faut persévérer. Mais en tout cas, quand on amène une technologie comme la nôtre et qu'on va au bout des choses et qu'on veut que ça fonctionne, eh bien, il y a toute une logique, un écosystème qui se crée autour de la technologie, qui est placé à côté d'un hôpital où donc les gens l'utilisent. Et ensuite, eh bien, il y a tout un écosystème de collecte, de transport qui s'organise autour de la technologie et qui est viable sur le long terme parce qu'aujourd'hui aussi économiquement fonctionne bien et donc permet donc aux personnes de ne pas tomber malades d'une part. Je dois dire aussi à titre d'exemple, quand j'étais durant ces 2 mois, ils incinéraient de manière sauvage les déchets en pleine nature. Et donc, très bien, je rentrais dans ma chambre d'hôtel et je me mouchais de la suie noire parce que c'était vraiment absolument dégueulasse qui ressortait d'un incinérateur à côté de l'hôpital. Et donc, tout ça, en fait, aujourd'hui, est annulé via le processus. Et donc, le challenge dans ces pays-là, maintenant, c'est d'amener le côté, le côté tri et le côté circulaire qui, aujourd'hui, ne sont pas encore dans un stade mature assez, mais il est en cours. Ça, on le fait évidemment dans les pays développés, hein, donc ça c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et donc, on étudie la propriété de l'ensemble des plastiques. Hein, c'est pratiquement 80 à 90% plastique et leur composition. Pour le but, c'est d'arriver avec une vision de recyclabilité, en tout cas de réutilisation matière à 100%. Donc aujourd'hui, l'exemple, c'est les boîtes jaunes, on le dit. Les boîtes jaunes, c'est quoi? C'est du polypropylène, qui est une valeur marchande sur le marché, qui aujourd'hui est détruite, est broyée, est brûlée par l'incinération. Et via nos technologies, via notre système, donc on va reprendre ce plastique broyé et décontaminé, donc, pour l'amener dans une logique circulaire et refaire ces contenants qui coûtent par ailleurs très cher aux hôpitaux. Faire ce type de contenant, mais pas que. Et on parlait d'upcycling. Aujourd'hui, on crée des partenariats avec des sociétés. Bon, on y reviendra peut-être, mais pour des chemins de voirie, pour différentes applications dans lesquelles ce plastique est intéressant. Oui, tu as devancé ma question suivante, donc c'est génial. J'étais en train, je crois que je ne l'avais même pas noté dans les questions, mais j'étais en train de me demander si vos machines pouvaient justement être utilisées dans d'autres secteurs. En prenant un exemple, le secteur de l'alimentation, où on a aussi souvent des barquettes en plastique ou certains contenants en plastique. Est-ce que ça pourrait être justement, vos machines pourraient servir à ce secteur-là aussi pour entrer en circularité avec d'autres contenants et d'autres choses en plastique? Tu parlais du polypropylène. Je vais y arriver. Alors, dans l'alimentation, c'est un peu compliqué parce que les réglementations sont évidemment très strictes. Hein, on parle d'alimentaire. Et donc, ne serait-ce que pour le tout un chacun, de se dire, en fait, le plastique dans lequel je vais manger vient d'un domaine médical infectieux. Bon, voilà, c'est compliqué. Donc, au niveau de la réglementation, je pense qu'on n'est pas encore là, même si en soi, ça pourrait être utilisé. Mais on va plutôt se concentrer sur bien d'autres applications aujourd'hui où
il y a des boîtes, notamment en Wallonie, qui sont intéressées et qui reprennent ces différentes en forme de plastique pour en faire du mobilier urbain, pour en faire des bancs, ville, pour en faire notamment le plastique du liant dans des routes, notamment pour Infrabel, pour les chemins de rail. Donc, différentes applications qui sont aujourd'hui intéressantes, autres que l'alimentation qui... oui, c'est vrai que je n'ai pas choisi le meilleur secteur, mais en effet, il y a d'autres possibilités. Tu as parlé d'urbanisme et ce genre de choses, donc c'est clair que là, il y a moins de risques. Alors, on a une question de Méline et je vais même la compléter. Donc, elle demande dans quels hôpitaux travaillez-vous actuellement en Belgique? Et tu l'as déjà un peu évoqué, donc je vais surenchérir cette question. C'est que tu dis vous avez une couverture quasiment à 100% au Kenya. Vous êtes une société belge, mais internationale. Vous êtes, je pense, si je ne me trompe pas, leader sur le marché. Comment est-ce qu'une petite entreprise, parce que vous n'êtes pas nombreux, on ne parle pas de 1000 ou 2000 employés aujourd'hui chez Ecosteril, comment une petite boîte comme ça, belge, peut réussir à conquérir le marché international? Voilà, effectivement, c'est un peu la question que tout le monde nous pose à juste titre, et je vais un petit peu vous expliquer. C'est vrai que Ecosteril a le particularisme d'être 100% à l'export. Donc, toutes nos activités se font en dehors de la Belgique. Donc, je réponds déjà à la question qui vient d'être posée. Ouais. Alors, nous ne sommes pas encore présents en Belgique. C'est évidemment la fameuse question, mais comment est-ce possible? Historiquement, pour un peu revenir au début, c'est vrai qu'on a développé, comme je l'ai expliqué, avec le marché français. Donc, on est leader en France sur ces technologies de traitement alternatifs, autres que l'incinération pour ces déchets. Et on a été très vite à la grande exportation, notamment via l'aide de l'AWEX, l'Agence wallonne à l'exportation. À l'époque, mon frère aussi a développé une antenne commerciale en Amérique du Nord et Amérique latine. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était une thématique vraiment internationale et qui, l'ensemble des pays se posaient des questions par rapport à ce traitement de ce type de déchets. Et donc, on a très vite été, notamment l'Amérique latine, le Chili, la Colombie, et notamment aussi en Asie, via la Malaisie, donc via des grands groupes actifs dans l'environnement. Donc, ce que peut-être nos auditeurs ne savent pas, donc on a deux types de clients principaux, et le principal cible, ce sont les prestataires de services, ce qu'on appelle donc les grands groupes, ou plus petits d'ailleurs, qui vont collecter et traiter les déchets, des groupes comme Veolia par exemple, donc ce sont des gens qui viennent collecter vos déchets chez vous et qui ont une section également déchets hospitaliers. Et un autre type de client, donc les hôpitaux effectivement, mais d'une certaine taille. Et donc, on a très vite, donc comme ça, été à l'international, et ça nous prenait finalement tout notre temps, sachant que, chaque pays a ses lois et ses réglementations. Et c'est ça, en fait, qui peut bloquer le processus. Et en Belgique, je pense que je n'apprends à personne que notre pays n'est pas un pays simple, n'est pas un pays simple dans sa gouvernance, pas un pays simple dans ses lois, puisque nous avons 3 régions avec leur propre mode de fonctionnement et leurs propres lois en la matière, notamment au niveau de la gestion des déchets. Et donc la Belgique étant compliquée, ça n'a pas été le focus en premier, surtout qu'on est un petit pays versus d'autres grandes nations du monde qui génèrent beaucoup plus de déchets évidemment que nous. Voilà, je peux compléter, mais Oui, non, mais tu devances déjà ma question suivante qui était justement comment ça se fait que vous n'êtes pas en Belgique? Est-ce que justement il y a des défis qui sont plus grands que dans d'autres pays du monde? Donc tu viens déjà d'un peu y répondre par rapport aux réglementations belges et en effet au fait qu'on ait 3 régions, 3 réglementations différentes. Et là aussi, je voulais surenchérir sur ma propre question qui était quels sont aujourd'hui les grands défis justement du secteur hospitalier et santé dans lequel Ecosteril s'inscrit? C'est vrai qu'il y a une prise de conscience depuis la crise du Covid, l'ensemble du secteur hospitalier.
et notamment de la gestion de leurs déchets. En Belgique, si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu dans le JT, hein, entre mars et juin 2020, hein, au moment de la première crise, euh, les hôpitaux n'arrivaient pas à évacuer leurs déchets. Ils devaient louer des conteneurs et puis ça débordait. Tous les bacs jaunes, hein, je parle donc de ce type de déchets infectieux, se renversaient. Enfin, c'était vraiment, on se retrouvait dans une situation comme en Afrique quelque part pendant cette crise-là. Or, ben là, il y avait un risque sanitaire important. Les flux ne suivaient pas. Et donc, il y a une prise de conscience à la suite de ça des hôpitaux, de se dire, mais tiens, si on a une autre crise de ce type-là, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on peut faire? Et parallèlement aussi, il y a, ben voilà, on s'en réjouit, même si ça ne va pas assez vite, mais il y a aussi une conscientisation de la part des hôpitaux, tous les organismes aussi au niveau de toute la stratégie RSE, tout ce qui est ESG, où ça a été aujourd'hui, c'est de plus en plus intégré au niveau des hôpitaux. On voit des groupements hospitaliers qui intègrent, qui recrutent des personnes uniquement sur la thématique, la thématique ESG, voilà, sur vraiment comment amener diminuer l'impact, hein, l'impact carbone de manière générale des hôpitaux. Et donc, il y a beaucoup de questionnements et de se dire comment, notamment sur nos déchets aujourd'hui, on peut se soustraire d'un marché pour lequel il reste encore dépendant et pour lequel, malheureusement, l'incinération est toujours reine. Et 100% des déchets aujourd'hui en Belgique sont toujours incinérés. Alors ça s'explique via un contexte historique qui était mis en place à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des technologies qui sont arrivées, l'évolution. Voilà. Oui, vous en êtes un bon exemple. Ça me fait poser la question de est-ce que, mais là, on rentre peut-être dans la stratégie même d'EcoStéril, avant de passer à des questions, je dirais, plus personnelles. Est-ce que dans le futur, EcoStéril prévoit de justement ouvrir ses activités à d'autres problématiques pour pouvoir d'autres problématiques, on s'entend toujours dans le milieu hospitalier, pour pouvoir améliorer l'impact de notre santé? C'est-à-dire qu'on fait face ici à pas mal de demandes de diversification de nos activités. C'est vrai qu'au sens large, les hôpitaux nous questionnent sur l'ensemble de leur flux de déchets. Donc là, on parle d'un flux infectieux, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres plastiques dans aussi les déchets. Donc effectivement, EcoStéril peut réfléchir à trouver une solution pour l'ensemble, effectivement, de la gestion des déchets du secteur hospitalier. Ça, c'est un premier point. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de grandes entreprises qui nous contactent, qui viennent nous voir, qui sont producteurs de consommables, de plastique. D'entreprises comme Baxter, d'entreprises comme les grandes entreprises pharmaceutiques aujourd'hui nous contactent, même en Allemagne, pour comprendre les entreprises en aval qui traitent les déchets, enfin en tout cas nous fabriquent les machines pour les traiter, mais à comment ils peuvent repenser leur manière, eux, de produire ces fameux consommables issus de plastique. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur du plastique, il y a des plastiques qui sont plus facilement recyclables que d'autres. Et donc, voilà, c'est en balbutiement, mais on voit quand même que ça commence quand même à changer. Et aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de plastique, notamment en PVC, mais d'autres où c'est plus difficile de recycler certaines matières. Et donc, encourager à repenser le concept sur l'échelle de landing. Au tout début, on pense le produit, on pense la conception même du produit. Pour permettre justement cette circularité, qu'elle soit plus facile à être établie en fin de processus, eh bien, ça commence à bouger. Donc, on s'est inscrit quelque part, en tout cas, on est sollicité dans ces thématiques-là également. Donc, oui, en fait, vous avez, on l'a vu avec d'autres intervenants qu'on a eu durant le sommet, vous êtes vraiment en train de petit à petit collaborer avec tout l'écosystème, en fait, toute la chaîne de valeur du milieu hospitalier pour justement faire en sorte que votre travail soit quasiment simplifié, si on peut dire quoi.
Oui, oui, tout à fait. Donc, on reste vraiment dans le domaine de la santé, hein. Ça, c'est vraiment, Mm. on va pas aller sur d'autres flux. Et je pense que la Wallonie, d'ailleurs, est pionnière en la matière. On est très bon dans le tri, le recyclage, notamment des PMC, hein. Mm. Aujourd'hui, on a de très beaux exemples de centres de tri en Wallonie, en Flandre également. Mais dans le domaine de la santé, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui est fait de manière générale. Et donc, nous, on s'inscrit vraiment. Donc, c'est vraiment à amener une logique circulaire environnementale autour de ce type de déchets. Super. Euh, je vois que le temps file, donc je vais passer à une partie un peu plus personnelle, si on peut dire ça, tout en restant bien évidemment dans le côté entrepreneurial et entrepreneur que tu es. Tu as dit au tout début que tu dirigeais EcoStérile de manière familiale, donc tu n'es pas seule à la tête et ton papa est aussi encore dans le dans la direction, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la direction et comment est-ce qu'on fait pour travailler en famille, tout simplement? Oui, grande question, effectivement. Donc, en fait, on est trois vraiment à être très complémentaires dans l'exécutif de la société aujourd'hui. Mon frère, d'une part, qui a développé vraiment le côté commercial, historique, et qui aujourd'hui, justement, son rôle est un rôle plus d'ambassadeur à l'international pour justement faire, alors le terme n'est pas toujours bien choisi, mais dans ce cas-là, c'est plutôt, il faut le voir dans le sens positif, de faire du lobbying positif environnemental au sein des instances internationales. Il a intervenu notamment à la COP, à la dernière COP, et au niveau des différents pays pour justement changer un peu, passer de l'incinération à d'autres technologies. Ça, c'est vraiment son rôle. Amélie, qui n'est pas de la famille et qui est CEO de notre entreprise et qui est vraiment garante aujourd'hui, notamment un petit peu effectivement de tout, mais principalement aussi du bon liant de la gestion financière et contractuelle de l'ensemble de, voilà, de nos processus et nos processus commerciaux. Et moi qui amène un peu plus ma patte RH, ma patte humain sur l'expérience que j'ai eue et notamment aussi sur l'aspect un peu technologique des choses et de la gouvernance entre nous. Donc on est des profils très complémentaires. Et mon père étant plus au conseil d'administration et là un peu en voilà, en conseil, mais il nous laisse vraiment la main de l'exécutif voilà, au quotidien de l'entreprise. Mmh. C'est super. Tu parlais justement de gouvernance et du côté humain. Aujourd'hui, comment est-ce que la mission d'EcoStéril s'inscrit dans, dans des valeurs et en tout cas dans tes valeurs plus personnelles? Ben, c'est fondamental en fait. On peut, et ça c'est la base aussi de tous les recrutements qu'on fait. On a développé euh, quand je suis arrivé dans la société, elle grandissait et un cadre d'une culture d'entreprise, tout simplement. Hein. Donc, c'est quoi la mission d'entreprise? Quelles sont ses valeurs intrinsèques? Et bien sûr, sa vision à moyen long terme. Et ça, on l'a co-construit tous ensemble avec la société, avec l'ensemble des ouvriers employés, les ouvriers qui sont là depuis. Voilà, un ouvrier qui va prendre sa retraite l'année prochaine, il a commencé à l'âge de 16 ans. Pour vous dire le nombre d'années. Donc moi qui arrive, je suis nouveau, ok, oui, la famille, mais que vais-je apprendre à cette personne de ce qu'est la société alors qu'il a lui-même mieux connu mon grand-père qui était à l'histoire, à la base, à l'origine de la création de la société, que moi-même. Et donc, c'était important d'inclure vraiment tout le monde sur, bien sûr, à chaque niveau, sur cette culture d'entreprise, sur ce qui fait vraiment, ce qui fait l'ADN d'EcoStéril. Et donc, ça, c'est un élément cardinal pour garantir en fait que tout le monde, dans sa globalité, est aligné avec les valeurs et le sens de la boîte. Et donc, cette construction était vraiment fondamentale. Et donc, la suite, bien sûr, les gens qui nous rejoignent lors de notre croissance, lors de notre croissance humaine, c'est vraiment s'assurer dans cette procédure de recrutement que les valeurs de chaque personne convergent et sont alignées avec les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est aujourd'hui plus que jamais un critère fondamental
parce qu'on sait toute la problématique de perte de sens voilà, au niveau des jeunes, dans des entreprises qui quittent, qui font faire des tours du monde et qui ne trouvent plus vraiment le pourquoi ils font ce type de choses. Donc ce re-questionnement, ce mal du travail qu'on vit un peu, voilà, que la société vit aujourd'hui. Et donc pour ramener quelque part cette jeunesse, ou même un peu, je veux dire tout le monde, eh bien, il faut vraiment créer cette communauté culturelle forte. Ici, bon, on parle de famille éco-stérile, mais vraiment que les gens puissent se sentir bien. Et donc, pour se sentir bien, il faut que ces propres valeurs matchent bien avec les autres valeurs. Et ça, c'est pas seulement, évidemment, mais c'est voilà, que le climat de confiance puisse être installé. C'est absolument fondamental. Et donc voilà, je veux dire, d'un point de vue personnel, j'étais aligné évidemment avec les valeurs de la boîte, et donc c'est pour ça que je... Ouais. Est-ce que tu sais, peut-être rappeler les valeurs d'Éco-Stérile? Je crois que vous en avez 4 de mémoire, ou 3, je ne sais plus, j'avoue. Et pour compléter la question aussi, plus concrètement, comment est-ce qu'on fait pour garder en fait des employés aussi longtemps? Donc, tu avais dit, il y en a un qui est arrivé à 16 ans et qui part maintenant, ou qui est sur le point de la retraite. Donc, c'est quasiment 50 ans de carrière, voire plus chez vous. Comment est-ce qu'on arrive à engager? Est-ce que c'est par des team building? Est-ce que, voilà, parce qu'on parle toujours de ce genre de choses, comment est-ce qu'on fait d'un point de vue plus humain? En fait, il y a 2 challenges en parallèle, hein. Il y a l'ancienne génération, et évidemment, c'est la personne ici que j'évoque fait partie de l'ancienne génération où le travail était vraiment moteur, en fait, hein. On ne se posait pas trop la question, et donc c'était la question vraiment de la fidélité du travail, aussi au patron, et sur le fait de nous avoir permis de continuer dans l'entreprise. Aujourd'hui, les rôles ont un petit peu changé, et ça, c'est plus pour l'autre génération, la nouvelle, les jeunes, qui renversent un petit peu les rôles. Donc ça, c'est plutôt comment eux les fidéliser, et comment faire en sorte que cette ancienne génération et cette nouvelle puissent vraiment s'entendre et fonctionner voilà, dans le même écosystème. Et donc ça, c'est plutôt les défis d'aujourd'hui. Et par rapport aux valeurs, donc pour revenir à tes points, effectivement, il y en a 4. Alors, si je les cite comme ça bêtement, tout le monde va dire, en fait, ouais, toutes les boîtes ont les mêmes. Merci, bonsoir. C'est pas ça l'important. Je vais vous les citer d'ailleurs. Responsabilité, proximité, durabilité, innovation. Innovation, responsabilité, bon, voilà pourquoi. Mais en fait, c'est pas ça l'important. C'est qu'est-ce que ça veut dire derrière? Comment est-ce qu'on l'a construit, et comment est-ce que au quotidien, on les fait vivre? Et c'est ça, en fait, le plus important. Et c'est ça le plus challengeant d'une entreprise. C'est comment, sur 2 volets, ces valeurs sont ressenties en interne et comment c'est ressenti en externe, nos fournisseurs, nos clients et tout ça. Et le challenge, c'est la convergence et la cohérence de comment c'est vécu en externe, chez l'ensemble de nos stakeholders qui gravitent autour de nous, et être cohérent aussi avec nous-mêmes. Par exemple, sur la durabilité, mais qui convoque plein d'éléments, voilà, c'est très bien, on vend des technologies effectivement qui ont une vocation environnementale, c'est le sujet, mais en interne, est-ce qu'on est cohérent avec nous-mêmes? Est-ce que voilà, on voyage beaucoup, par exemple, pour vendre nos technologies d'avion? Est-ce qu'on s'en fiche? On garde tout comme ça. Donc en fait, voilà, il faut vraiment, faut être aligné vraiment avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, et ça ne peut se faire que tous ensemble, collectivement. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est un travail et un chemin de tous les jours, hein, qui n'est pas facile, mais élémentaire. Oui, donc c'est vraiment prôner vos valeurs à l'interne, mais à tous les niveaux aussi à l'interne. Donc autant à la direction que à tous les niveaux, et comme tu dis, au niveau de vos partenaires aussi, etc., quoi. J'imagine qu'en tant que dirigeant, on vient beaucoup d'en parler, mais tu dois avoir pas mal de défis. J'imagine que c'est pas toujours évident de se retrouver parfois un peu seul face à cet écosystème. Donc, vous faites notamment partie de l'Alliance 2030. Est-ce que tu peux en dire un mot sur ce que c'est cette alliance, et en quoi pour toi ou pour vous, je ne sais pas si tu es seul ou si ton frère ou Amélie sont dedans aussi, mais justement vous apporte quelque chose. Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais donc, d'abord, pour répondre à la première partie de la question, le fait qu'on soit plusieurs,
le fait de se répartir les rôles, ça permet justement d'être beaucoup plus serein face aux défis de dirigeants qui aujourd'hui, quand tu es seul à bord, tu es face à une multitude évidemment de défis, de questionnements et de problématiques. Et quand tu as mis une gouvernance bien en place, chacun peut vraiment aller là où il est le meilleur. Et donc, moi ici, effectivement, sur la question de la culture et du gardien du sens et de nos valeurs, notamment dans un des rôles que j'ai, le fait d'être membre de 2030 fait sens. Donc 2030, pour rappeler, c'est une communauté de dirigeants d'entreprises qui sont aujourd'hui en questionnement, convaincus partiellement ou totalement sur les enjeux de demain environnementaux. Et donc, le but, c'est qu'on se réunit via différentes sessions durant l'année dans le but de... en fait, les gens viennent chercher un petit peu des choses différentes. Mais donc, notamment, c'est un petit peu se challenger, notamment sur du co-développement, sur des thématiques des entreprises proposent, mettent en place et sur base. Donc, on visite une entreprise, elle nous présente ses défis justement par rapport à la réduction de son impact carbone et comment est-ce qu'elle peut vraiment aller dans la transition. Et donc, face avec une communauté de dirigeants qui ont des problématiques similaires ou à différentes échelles, ce co-développement est extrêmement riche et bien encadré, puisque après, les dirigeants repartent avec des vraies clés pour changer les choses, et c'est un peu le but. Ailleurs, il y a aussi des conférenciers qui viennent vraiment nous inspirer et surtout nous confronter sur des éléments d'aujourd'hui. Et donc, le fait d'être comme ça, d'embarquer toutes les entreprises, petites, moyennes et bien plus grandes, ça permet vraiment de grandir une communauté pour laquelle il y a des convergences de valeurs, on en revient, et c'est que comme ça en fait qu'on va pouvoir, en additionnant en fait cette somme d'individualités de dirigeants qui veulent changer les choses, c'est que comme ça qu'on y arrivera. Ça me fait penser qu'on vient d'avoir Benoît Quitre dans la conférence précédente qui est président de Kaya. Alors si je ne me trompe pas, je crois qu'EcoStéril est aussi membre de Kaya. Et justement, tu parlais de problématiques, on va dire, politiques au niveau de la Belgique pour que EcoStéril arrive enfin en Belgique. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à Benoît, ou est-ce que vous travaillez en fait sur un plaidoyer et il nous en a peut-être pas du tout parlé parce que voilà, c'est pas toujours évident, mais est-ce que vous travaillez justement sur des problématiques aussi politiques avec Kaya pour pousser la santé dans la circularité? Alors effectivement, on en discute un petit peu avec Benoît. J'ai pas encore eu la chance vraiment d'aller avec lui pour apporter une voix, on va dire, plus globale sur l'action. Mais au niveau d'EcoStéril, on a la chance de recevoir ces derniers mois, ces dernières années, l'ensemble des partis politiques, des présidents de partis qui nous connaissent bien et et c'est ça qui est particulier, c'est que tout le monde est convaincu en fait. Voilà, tout le monde est convaincu en disant oui, que ce soit gauche, droite, l'ensemble des présidents sont venus que j'ai pu rencontrer. Il n'y a pas quelqu'un qui était sceptique en disant oui, mais voilà. Faut comprendre juste dans le système dans lequel on vit en Belgique. Aujourd'hui, EcoStéril n'est pas interdit, donc ça, pour peut-être les quelques personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressées au secteur hospitalier, la machine peut fonctionner en Belgique, donc c'est pas interdit. C'est juste que il faut améliorer, évoluer le cadre légal. Et aujourd'hui, on est toujours sur des vieilles lois de 94, qui ne parlent de 94 avec l'incinération, that's it. Maintenant, on est 30 ans plus tard. Et donc, les choses ont bien évolué et il faut avoir le courage, en fait, les politiques doivent avoir le courage d'inscrire dans les textes des éléments tangibles sur notamment cette thématique-là, mais pas que, au niveau de la circularité. Et étant aujourd'hui EcoStéril, mais comme bien d'autres super belles entreprises aujourd'hui qui sont leaders ou bien dans leur secteur,
eh bien, on doit oser, et les politiques doivent plus oser pour être des vitrines internationales. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est dommage que nous, nos vitrines sont en dehors de notre territoire, et donc qu'on puisse y aller. Voilà. Ouais. Les choses, je pense, avancent dans le bon sens, mais c'est vrai qu'on est un pays de compromis, on l'a toujours été, et donc voilà, avoir le courage de véritablement changer de manière très radicale, c'est pas simple. Euh, Mm. mais donc, enfin bon, voilà, Ouais. on avance. Non, non, mais c'est assez clair. Et c'est marrant ce que tu viens de dire parce que je trouve, voilà, c'est un point de vue plus personnel, mais je trouve souvent que nous, en tant que Belges, et on est un petit pays, alors à la fois on est un petit pays, mais on est capitale de l'Europe, on est quand même assez connu internationalement, mais souvent nos entreprises et nos boîtes sont petites à l'international, et vous, c'est le contraire. Vous êtes très très grand au niveau international et tout petit en Belgique. Donc c'est drôle d'avoir cette inversion, je dirais, de proportion. Mais c'est très intéressant parce que Ça ça veut dire montre. aussi qu'on a des organismes qui sont très actifs à l'international. Ici, je parlais de la WEC, c'est tout un Mm, réseau d'attachés économiques qui nous aident aussi. On est une petite équipe, mais ils nous aident à ce qu'on soit présent dans les pays dans lesquels ils sont. Et puis tout le réseau d'ambassadeurs aussi, des ambassadeurs, on ne se rend pas compte, mais la diplomatie belge aide beaucoup. Et c'est comme c'est ça ça. qu'on arrive à être à l'international. Et voilà, et bientôt, on espère, en Belgique, on a eu la chance de recevoir le roi ici il y a 2 semaines, qui nous a effectivement posé la même question, et qui était, voilà, ça étonnait, mais c'est difficile de répondre comme ça en une phrase. Donc. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est chouette et ça montre que même en tant que petit Belge, on peut avoir des vraies ambitions internationales et vraiment devenir leader sur certaines problématiques niches, quoi. Donc ça, c'est chouette. Il nous reste seulement 7 minutes. Donc je vais tout doucement clôturer vers nos dernières questions. Et donc, pour l'audience, si vous avez encore des questions comme Méline ou Elisa, n'hésitez pas à les poser, ça va être le moment. Sinon, il y aura bien évidemment, à mon avis, vous pouvez essayer de joindre Romain par LinkedIn si nécessaire, si vous avez vraiment des questions, ou si vous voulez travailler avec lui, que vous faites partie du secteur de la santé, n'hésitez pas. Alors, ma première question serait, quel est le monde idéal pour toi? Alors d'abord, d'ici 2030, mais comme je le dis, c'est dans quelques années seulement, et puis peut-être d'ici 2050. Vaste question, vaste question. Euh, je pense que je peux répondre peut-être sur deux volets. Le premier serait sous le challenge de la gouvernance, en fait, dans le monde. Aujourd'hui, comme je le disais au début, tous les enjeux dans lesquels on fait face sont systémiques, sont connectés. Et donc, il faut comprendre ces enjeux. Il faut bien les comprendre. Et de manière générale, pour les comprendre, bien, ça passe par l'éducation. Et l'éducation aujourd'hui, on n'en parle pas assez selon moi, mais c'est une des clés en bottom-up pour vraiment que les gens puissent adhérer à toutes ces questions-là. Parce qu'on a tous des niveaux d'information, de croyances, mais évidemment à un certain level. Et il faut en parler. Il faut en parler de manière avec voilà, en parler, mais de manière avec de vrais termes, et pas parce qu'on entend un peu tout et son contraire par moment, et donc avec de vrais intervenants et des vraies thématiques. Et donc, je trouve que le monde de l'entreprise aujourd'hui a un rôle notamment éducatif, quels que soient les niveaux de chaque personne. Comme je le dis, il faut intégrer l'ensemble des personnes. Donc ça, c'est vraiment important, et donc c'est comme ça qu'on y arrivera. Deuxième élément, donc je l'évoquais, la gouvernance. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec des dirigeants de grandes nations dans le monde qui vraiment se fichent complètement de cette thématique-là, ça va être compliqué. Et donc, le monde que je vois, en tout cas dont je rêve, mais voilà, c'est utopiste, mais je reviens sur le positivisme qu'on doit absolument incarner, c'est des dirigeants, ou surtout des dirigeantes,
qui puisse vraiment s'emparer de ces thématiques-là et comprendre et agir. Et par exemple, le rêve d'avoir un sorte de gouvernement du climat international. Pas comme l'ONU, parce qu'on sait que certains pays s'en fichent aujourd'hui, comme la Russie, ne respectent pas ça, mais qui puisse avoir un droit d'ingérence sur certaines décisions inacceptables pour le climat et l'environnement et dire non, ça on n'accepte pas. Une sorte de gouvernement du climat qui puisse vraiment mettre des vétos sur Certaines décisions. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire et c'est marrant, tu viens de faire la boucle avec le début de notre conversation, puisque toi, l'éducation a été un peu ton moment phare et ton moment clé sur tout le reste. Et ton monde idéal tourne toujours autour de l'éducation, donc on voit que c'est un point important pour toi et idem pour la gouvernance où on a senti aussi que l'humain quand même est quelque chose qui te tient à cœur. Donc de nouveau, tu as remis l'humain au centre du monde, donc ça c'est super chouette. C'est-à-dire qu'on doit faire tout ça en se marrant. Je pense qu'il faut. Non, mais ça paraît bête à dire, effectivement, mais on doit se marrer dans ce qu'on fait. Parce que si on est avec un pessimisme et si on est là, qu'on avec des pieds de plomb, ben non, on doit le faire, mais voilà. Et d'ailleurs, c'est la première question qu'on pose dans un questionnaire de collaborateurs de satisfaction, c'est êtes-vous heureux au travail? Ça paraît bête, c'est une question, selon un certain degré, mais c'est intéressant de recueillir derrière. Et en fait, c'est ça, en fait. Le but, c'est d'être heureux, essayer. Bon, voilà, c'est imagé, mais c'est ça. J'imagine de toute façon qu'un employé heureux est un employé qui travaille d'autant mieux et sera d'autant plus heureux de venir travailler et de collaborer et d'innover pour sa boîte, quoi. Donc, ça me permet d'aller justement à la question suivante et la question qu'on pose à tous nos intervenants, c'est par rapport aux imaginaires. Comment est-ce que, selon toi, on peut travailler sur les imaginaires pour changer en fait, changer l'histoire et changer la transition? Oui, c'est une question. C'est une question. Ouais, c'est un peu une question piège. Enfin, j'ai pas envie de me répéter, mais je pense qu'effectivement, ouais, l'éducation est un vecteur clé pour justement. Ok, tout ce qu'on dit, c'est pas faux, c'est vrai. Il y a des bases scientifiques. Il y a voilà, la désinformation et surtout montrer que c'est possible, en fait, montrer que c'est possible, que c'est pas du lore de l'utopie, mais donc il faut d'abord comprendre vraiment voilà comment dans quel monde dans lequel on vit et ses interconnexions et donc le caractère systémique des choses. Et puis ensuite se dire ben voilà, en passant à l'action, moi à mon niveau, dans mon petit domaine ou plus grand domaine, eh bien j'ai un impact et donc voilà le à faire changer les choses au concret. Voilà, et donc c'est se mettre à l'action. Voilà, c'est se mettre à l'action et ne pas attendre que ça tombe du ciel ou voilà, ou vraiment c'est y aller en fait. Voilà, y aller à son niveau. C'est génial, tu as court-circuité ma question qui était quel est ton dernier conseil, mais donc c'est clairement d'oser d'y aller et surtout en le faisant, en ayant du plaisir à le faire. En tout cas, c'est moi ce que je comprends de tout ce qu'on vient de Et discuter. persévérer, la persévérance. La persévérance, qu'on peut se dire, bon, on se casse les dents parce que, voilà, de toute façon, les Américains, les Chinois, voilà, mais ça c'est facile de dire ça, évidemment. Et on fait quoi avec ça? Je crois personnellement, même si on peut critiquer énormément de choses, qu'en Europe, en tout cas, je crois en une Europe forte, pionnière et qui peut vraiment parler d'une seule et même voix, mais ça va demander un peu de temps, mais pour que vraiment on ait que des mêmes lois, notamment sur les déchets, sur notre problème. Pourquoi avoir des régions? Et donc voilà, c'est des thématiques que j'ai abordées aussi avec différents politiciens. Il faut avoir une thématique commune à l'Europe. Les déchets n'ont pas de frontières. La santé, les virus n'ont pas de frontières. On l'a vu avec le Covid. Et donc, qu'on soit vraiment exemplaire sur cet élément-là, tout en intégrant bien sûr les trois volets, le volet économique aussi, et donc ramener, voilà, c'est d'autres sujets, mais ramener la production et ramener
ramenait aussi l'industrialisation, en tout cas, de cette bonne technologie ou ces bons processus en interne et ne pas sous-traiter à l'international, c'est aussi une clé et c'est vraiment très, très important. Oui, c'est un sujet à lui seul, ça, ramener justement les chaînes de valeur en Europe et en Belgique. Donc, c'est clair qu'on pourrait y passer encore une heure juste Oui, là-dessus. tout à fait. Ouais. Exactement. Bon, par contre, on est arrivé au bout, donc ce sera pour l'année prochaine. Hein, Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. mais par contre, une dernière question. Est-ce que tu as une ressource, un livre, une lecture, un podcast, un film, un documentaire que tu aimerais conseiller à l'audience aujourd'hui, que tu conseilles en tout cas d'aller lire, regarder, écouter? Il y en a tellement que j'ai du mal à en choisir parce qu'il y a vraiment de tout. Aujourd'hui, peut-être le plus accessible, mais ça date déjà un petit peu. C'est un film qui s'appelle Demain, qui doit être connu. Je crois qu'il date il y a déjà un peu moins de 10 ans, avec Mélanie Laurent, mais qui permet vraiment, justement, qui illustre, je pense, un petit peu notre conversation de cette heure-ci, notamment sur voilà, les différents défis et pour lesquels il y a des solutions. Ouais, de Cyril Dion, tout à fait, où il y a de véritables solutions qui existent de manière, voilà, sur l'environnement, mais également sur l'agriculture, qui nous rappelle aujourd'hui justement un élément d'actualité, sur l'énergie qui est un vrai enjeu. Je ne l'ai pas parlé, mais notre impact carbone, en fait, principal est issu du scope 3 et de l'utilisation de nos machines, en fait. Donc, c'est nos clients. On travaille énormément sur l'énergie, comment rendre la machine autonome. C'est vraiment un gros sujet hyper passionnant et un gros défi économique et éducatif et gouvernance. On en a bien parlé, donc je pense qu'il y a de bons exemples dans ce film-là, assez inspirationnel. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des impacts même de la machine, comme tu disais, mais je crois que tu viens d'en citer quelques exemples. Et si d'autres personnes sont intéressées, je sais que votre site est assez bien fait et qu'il y a des explications supplémentaires dessus. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder sur le site de EcoStérile. Malheureusement, en une heure, on essaye déjà de couvrir beaucoup de choses, donc c'est pas toujours évident d'aborder tous les sujets. On déborde comme à chaque fois. Donc, merci beaucoup en tout cas, Romain, pour tout ce que tu viens de dire. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc je vais pouvoir te libérer et retourner à ton impact. Merci beaucoup pour ta participation et d'avoir accepté de venir témoigner de tout ce que vous faites et de ton parcours aussi plus personnel. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Voilà. À bientôt. À bientôt.